Alors, on va passer à notre avant-dernière conférence de la journée. Il s'agit de Mme Christiane Deslauriers, qui est directeur général de l'écozone côtière à Agriculture Canada. Alors, c'est un long titre, je l'ai ici, c'est directeur général des écozones côtières relevant de la Direction générale des sciences et de la technologie d'Agriculture Canada. Alors, c'est un poste important de coordination maintenant des activités de recherche. Donc, elle est directrice, elle a été très impliquée dans le domaine de la recherche, notamment à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, à Kenville, en Nouvelle-Écosse, et également directeur de centre de recherche à Saskatoon. Et elle est fortement impliquée depuis quelques années dans la structuration, l'élaboration, l'évaluation et la communication des stratégies de recherche en matière de sciences, de technologies, d'innovation pour Agriculture Canada. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais vous laisser exposer en fait la recherche canadienne en horticulture. Merci beaucoup. Et puis c'est moi qui fais avancer les diapositives. Bon. Voilà. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. C'est vraiment pour moi ce que je considère une excellente opportunité de parler à l'industrie, aux autres intervenants du modèle qu'on est en train de développer pour justement la concertation de la recherche, le développement et le transfert de technologies en agriculture. Alors, c'est une opportunité de faire des meilleurs liens avec le secteur horticole et aussi d'expliquer notre stratégie. Alors, le rôle de la Direction générale des sciences et technologies, en particulier au sein d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère appuie la durabilité du secteur au moyen de plusieurs outils et la recherche en est seulement un. Le ministère, le ministère d'Agriculture Canada, c'est un ministère à vocation économique. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est que le secteur agricole soit une force dans l'économie, fasse une contribution importante au bien-être des Canadiens, non seulement au point de vue de la production d'aliments, mais d'un secteur viable dans l'économie. Donc, on comprend qu'il faut améliorer la résilience du secteur à toutes sortes d'intempéries, aussi bien au niveau environnemental, climatique qu'au niveau du climat économique. On veut favoriser les nouveaux domaines qui sont prometteurs, et ça c'est un peu difficile parce qu'on a moins de masse critique, mais on reconnaît qu'il faut quand même voir qu'il y a des domaines qui sont en émergence et qu'on doit saisir ces opportunités et essayer de les cultiver. Et on veut aussi appuyer la compétitivité du secteur. On reconnaît que notre secteur a plusieurs défis. On est dans un pays nordique, on n'a pas les grandes saisons de croissance qu'on a par exemple au Brésil. Donc, on a toutes sortes de défis, mais quand même, ce ne sont pas seulement des défis. On doit travailler en tenant compte de la capacité qu'on a, mais aussi des autres parties prenantes. Les gens dont on parlait antérieurement, qui font partie des universités, qui font partie du secteur lui-même, pour éviter le dédoublement, la duplication et pour essayer de mettre en évidence toutes les compétences nécessaires. On reconnaît, c'est une simplification un peu grossière, mais on reconnaît qu'il y a au moins 3 phases de recherche et développement et on essaie de travailler selon des volets un peu différents. Donc, il y a la recherche qui est plus en amont, qui a un risque plus élevé, ce qu'on appelle souvent le bien public, où l'industrie elle-même il est peu probable que l'industrie fasse cet investissement-là parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui vont en profiter. Donc, c'est l'endroit où Agriculture Canada essaie de mettre de côté des fonds pour faire la recherche à l'interne. Ce sont les domaines comme l'environnement, par exemple. Les projets d'écoulement des demandes de l'industrie, on reconnaît qu'il y a des projets qui sont à moyen terme, avec un peu moins de risques, mais il y a quand même un risque, mais il y a la possibilité d'avoir un retour sur l'investissement. Donc,
pour ce genre de travail-là, le ministère a développé des projets, c'est-à-dire des modes de financement qui encouragent la formation de partenariats entre l'industrie et le secteur public pour qu'ils puissent participer ensemble. Et ensuite, il y a un domaine beaucoup plus proche du court terme, où le risque est plus faible, où c'est carrément le mandat de l'industrie elle-même. Et on a des fonds d'innovation pour la commercialisation et l'adoption. Donc, on essaie disons je cherche le mot en français, en anglais, tailoring. On essaie d'optimiser le financement pour qu'il convienne au genre de travaux qu'il y a à faire. On encourage les approches de collaboration et on appuie le leadership de l'industrie. Donc, on veut que l'industrie puisse nous dire où elle voit les opportunités et où elle veut s'en aller. Donc, dans le cadre le cadre stratégique agricole, le deuxième cadre, on a investi 698 millions de dollars en recherche et développement. Et la grande majorité de cet argent-là est de l'argent qui est contrôlé par l'industrie. Pardon. Maintenant, dans le ministère, on s'est donné, dans notre deuxième stratégie scientifique, on a essayé de se différencier un peu. On a reconnu l'importance de vraiment décrire les besoins des sous-secteurs. On s'est donné 7 stratégies axées sur des produits. Donc, on a une stratégie sur les céréales et les grains, on a une stratégie sur les oléagineuses, une en horticulture. Vous voyez les 9 stratégies. Et il y en a 2 qui sont plutôt transversales, où on appuie la biodiversité et la productivité et la santé de l'environnement, peu importe la commodité qu'on approche. Vous voyez, l'intention ici, c'est pas nécessairement de lire ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Moi-même, je ne suis pas capable de lire. Mais c'est de vous démontrer que nos stratégies, surtout les stratégies sur les secteurs, ont en commun 4 grands axes, dont la productivité, la compétitivité, la salubrité, c'est-à-dire la durabilité environnementale, les attributs des productions, autrement dit la qualité du produit et les défis à la chaîne de valeur, donc le genre de problèmes qui pourraient vraiment créer de la discontinuité dans l'acheminement des produits à partir de la ferme jusqu'au consommateur. Donc, ça couvre les maladies, l'innocuité, toutes sortes de choses différentes dans ce domaine-là. Les 2 stratégies plus transversales, on parle encore du même genre de choses. On veut tenir compte de la productivité, de l'empreinte environnementale, etc. Donc, ça s'applique différemment dépendant des commodités parce que chaque commodité a des besoins différents, mais on a toujours les mêmes grands axes. Donc, la portée de la stratégie sur l'horticulture, on parle des besoins du secteur lui-même en fixant les objectifs avec les représentants de l'industrie. On ne veut pas que le gouvernement canadien vienne dire quelles sont les priorités pour l'industrie. On s'est organisé pour que l'industrie puisse nous en informer elle-même, afin que le secteur de l'horticulture soit durable et compétitif, qu'il fournisse des produits sûrs et de qualité supérieure pour les Canadiens et les marchés d'exportation. Donc, on n'a pas un objectif en particulier, ça dépend du secteur lui-même, des marchés qu'il vise. Et puis, on couvre tout de la production agricole, en passant par la récolte, la manutention, l'entreposage post-récolte. Donc, c'est toute la chaîne de production. Et on travaille de concert avec la capacité qui existe dans l'industrie et dans les universités. Alors, les défis, les occasions et les stratégies de réussite. Les défis pour les cultures horticulture, les produits horticoles dans l'ensemble. C'est certain qu'on a, à cause du climat, à cause de notre position,
On a une période de production qui est relativement courte comparée par exemple au Mexique ou à la Californie où ils peuvent être beaucoup plus productifs simplement en raison de leur géographie. On a des coûts élevés en comparaison aux autres producteurs, on a des coûts de la vie, on a beaucoup par exemple, les coûts des travailleurs sont plus élevés. Et on a un secteur très diversifié qui a tendance à être disjoint. En même temps, il y a beaucoup d'occasions. Il y a une demande accrue grâce à la population qui change, la démographie continue d'évoluer. Et les gens deviennent de plus en plus conscients des bienfaits pour la santé, quoique ça ne se traduit pas encore en consommation très élevée de fruits et légumes, mais on y travaille toujours. Il y a des possibilités d'exportation accrues grâce aux ententes d'échanges commerciaux, des ententes de libre-échange, où on s'attend à avoir des marchés beaucoup plus grands et avoir accès à ces marchés-là pour vraiment pouvoir augmenter nos exportations. Les stratégies qu'on essaie de poursuivre ont été élaborées surtout par les tables rondes des chaînes de valeur. Il y a une table ronde pour l'horticulture et c'est eux qui ont concerté toutes les organisations provinciales, toutes les sortes de commodités pour trouver ce qu'il y avait en commun parmi toutes ces commodités-là. Et les points vraiment importants qui en sont ressortis, c'est que la durabilité doit vraiment faire partie de la direction future. Les produits doivent être axés sur les demandes des consommateurs. On va cultiver des produits horticoles de grande qualité à prix compétitif pour des marchés d'exportation. C'est un peu comme la Nouvelle-Zélande. On n'est pas les producteurs à prix le moins élevé, mais on se doit de trouver des marchés, des créneaux qui vont vouloir des produits de qualité. Et on doit avoir un accès plus facile à la recherche et l'innovation. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu comment Agriculture Agroalimentaire Canada s'est organisée. Il y a environ 2 ans et demi, on a fait un remaniement pour être plus présent dans les régions. Il était un certain temps, on était organisé d'après des grandes lignes, l'environnement, l'alimentation, les bioproduits, et on a trouvé qu'on était un peu dispersé et qu'on était difficile à rejoindre. Alors, on a décidé que ça nous prenait une présence physique et bien organisée dans les régions importantes. Donc, on a une direction générale qui s'occupe des stratégies de la planification, mais on a un directeur général qui est responsable des prairies, on a un directeur général qui est responsable du Québec et de l'Ontario, et on a un directeur général qui est responsable des écozones côtières, qui comprend l'Atlantique et la Colombie-Britannique. Ça semble un peu drôle, mais c'est que les industries l'industrie agricole dans ces régions-là se ressemble, alors c'est logique de les mettre ensemble sous la même gouvernance. Mais dans chacune de ces écozones-là, on a plusieurs centres de recherche. Et au début, les centres de recherche sont en évolution. Au début de la Confédération, on établissait des centres de recherche pour essayer de développer l'agriculture à travers le pays. Et au fur et à mesure qu'on avançait à travers le pays, on mettait de nouveaux centres de recherche. Et tous les centres de recherche faisaient un peu de tout pour tout le monde, partout. Donc, ils n'étaient pas du tout différenciés. Dernièrement, on a commencé à focaliser un peu davantage pour qu'on puisse mettre des masses critiques. Et comme tout le monde, on ne peut pas être trop dispersé, on doit essayer de se concentrer. Donc, vous voyez les centres qui sont en rouge, ce sont des centres à vocation principalement horticole. Les centres qui sont en vert ont une certaine composante en horticulture. Donc, vous voyez qu'il y a des centres dans les provinces des écozones côtières, mais vous voyez qu'il y en a aussi au Québec et en Ontario. Il y a une erreur sur cette diapositive-là parce qu'il devrait y en avoir aussi dans l'ouest, à Lethbridge. Il y a aussi le centre de la lutte antiparasitaire qui, pour raison de gestion, est sous
la Direction générale des orientations stratégiques, mais elle est répartie à travers plusieurs centres différents qui correspondent pas mal à ceux que vous voyez en couleur. Alors, sur la carte, vous voyez, on voit un peu mieux la distribution de tous ces centres-là. On voit qu'ils sont vraiment dans les régions où l'horticulture est importante. Maintenant, la capacité qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada possède en matière de recherche, développement et transfert de technologies en horticulture est illustrée ici. Vous voyez qu'on travaille en légumes, on travaille en serre, on travaille en pommes de terre, on travaille en petits fruits, en fruits de verger, on travaille à plusieurs endroits. Et cette capacité-là est un peu distribuée. On ne fait pas toute la recherche, par exemple, en pommier à un endroit, parce que contrairement à nos amis qui sont en Nouvelle-Zélande, on a des climats très différents. La production de fraises, la production de bleuets, la production de pommes se fait dans des climats qui sont très différents. Si on choisit par exemple une variété à Summerland, est-ce qu'elle va bien s'exprimer, est-ce qu'elle va bien s'appliquer des conditions qui sont très différentes au Québec ou dans les provinces maritimes? Probablement pas. La même chose est vraie pour les parasites, les maladies des insectes. Donc, pour nous, c'est important d'avoir la capacité de distribuer, mais quand même bien réseauter. C'est ça qui est important. Donc, on voit que la capacité sectorielle ne se limite pas à ce qu'on a à Agriculture Canada. On a les provinces et les territoires, et je pense que notre ami nous a bien expliqué la capacité qui existait au Québec. On a les milieux universitaires et on a aussi le secteur privé qui joue pour quelque chose. Et chacun a tendance à jouer sur ses forces. Le secteur privé, certainement, va être plus intéressé aux choses qui sont plus proches de lui-même, qui sont plus proches du profit. Des fois, s'il veut même y avoir un élément un peu secret, tandis que Agriculture Canada est une organisation nationale. On doit faire un travail qui s'applique autant que possible à travers le pays. On ne peut pas favoriser une province plus qu'une autre. Donc, on travaille de concert avec les provinces qui ont l'intérêt provincial en tête. Et c'est comme ça qu'on le fait fonctionner, en théorie. Alors, nos efforts présents, le système qu'on a mis en place est quand même assez nouveau. Pour le moment, ce qui est important, c'est de construire notre système d'innovation pour qu'il soit bien intégré. Il faut comprendre avec plus de précision les opportunités que veulent poursuivre les sous-secteurs. Donc, c'est à chaque sous-secteur de faire son analyse, de comprendre où sont les opportunités qu'ils veulent saisir et de nous exprimer qu'ils ont vraiment une direction en tête et qu'ils s'organisent eux-mêmes. Il faut aussi comprendre les capacités, les ressources qui sont à notre disponibilité, qui sont prêtes à participer et qui veulent faire partie de ces réseaux. Il faut concerter les efforts de notre direction générale en relation avec ceux des universités, des ministères, des partenaires extérieurs, des gouvernements. Donc, une chose que je n'ai pas bien expliquée, c'était par exemple le financement. Je vais passer... dans le financement qui vient à travers le cadre stratégique alimentaire, dans les grappes, par exemple, l'argent de recherche et développement est donné à l'industrie. C'est l'industrie en général qui est le demandeur et qui dépose la proposition, mais l'industrie peut choisir tous les chercheurs, n'importe quel chercheur qu'ils veulent mettre à leur disposition. Donc, on peut donner du financement aux universités, on peut donner du financement à Agriculture Canada. Donc, on peut former des équipes qui ont la composition que l'industrie veut avoir dans ses projets. Il y a aussi d'autres projets qui sont... Normalement, les projets de grappes, ce sont des projets nationaux où toutes les provinces essaient de poursuivre des grandes lignes importantes pour l'industrie et on travaille ensemble pour un effort plus national, mais il y a aussi des projets qui sont plus petits
le nom du programme Agricultural Relation Program, que j'oublie toujours en français, mais ces projets-là sont plus petits, des fois sont beaucoup plus concentrés. On dit qu'ils sont de caractère national, mais il y en a certains où les projets sont de moindre envergure, alors c'est plus facile d'avoir du financement pour des projets plus ciblés. Alors, j'essaie d'illustrer un peu des façons de fonctionner qu'on pourrait se donner. Je vais vous donner l'exemple du développement variétal qu'on essaie de poursuivre. De plus en plus, Agriculture Canada essaie de s'en aller en amont et de ne pas développer les variétés elles-mêmes. Pendant longtemps, Agriculture Canada développait des variétés et on continue encore dans certaines commodités, mais on reconnaît qu'il y a une industrie qui peut être très profitable dans ce domaine-là, qui peut être viable et plus diversifiée, et qu'on devrait céder la place à cette industrie-là pour qu'elle puisse se développer. Donc, on reconnaît aussi l'importance de notre contribution dans le maintien du matériel génétique, dans le développement plus en amont, par exemple, de marqueurs génétiques, de génomique. Et dans ce domaine-là, on a tendance à travailler avec les universités ou avec des entités comme Vineland Research, où eux font aussi ce genre de travail-là. Alors, on peut travailler sur des technologies qui sont utiles et qui peuvent être optimisées pour des régions différentes. Les sélections végétales, quoi qu'on peut faire des croisements, on peut faire des sélections et on peut aussi envoyer ces sélections-là très tôt dans leur développement dans les régions pour que les régions contribuent à l'identification des variétés, des génotypes qui leur seraient utiles. Ensuite, on doit travailler avec les organisations locales pour optimiser la production de ces variétés-là, une fois que chaque région va avoir choisi celles qui sont importantes pour elle. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'Agriculture Canada va garder le soin de produire des variétés, mais ça ne veut pas dire qu'elle l'abandonne complètement. Ça va dépendre de l'évolution, ça va dépendre de l'industrie elle-même, de chaque commodité. Par exemple, le colza, cette industrie-là développe déjà ses variétés elle-même. On est impliqué très en amont, mais dans d'autres variétés comme la fraise, on développe encore des variétés de fraises. Alors ça dépend de l'état de l'industrie, mais c'est une transition en général qu'on essaie de faire. Présentement, on se penche sur le problème du développement des variétés de pommes où on a fait des changements. On a un seul programme maintenant qui se penche sur le développement des variétés de pommes. On le mène à partir de Summerland, mais on doit le faire de concert avec nos collègues, par exemple à VUIC, avec l'Université Dalhousie qui fait beaucoup de génomique. On est en train de faire des collaborations avec eux. Mais on doit aussi recruter nos collègues pour aider à préciser les sélections régionales qui vont leur être utiles et optimiser la production régionale. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs joueurs et on en a sans doute manqué quelques-uns, mais c'est un exemple d'un modèle où on veut faire du travail très en amont. Il va y avoir un rayonnement en travaillant de plus en plus avec les entités qui sont plus dispersées sur le terrain. Maintenant, il y a un autre modèle où ce n'est pas nécessairement toujours on travaille plus en amont, mais on doit vraiment mélanger nos sources d'expertise. Par exemple, si l'objectif final, c'est de faire des systèmes de production durables dans chaque région, on doit aller chercher l'information. On a certains centres, par exemple, qui travaillent beaucoup en lutte intégrée ou en lutte biologique. On a un centre de recherche à Ottawa qui fait énormément de taxonomie, qui connaît très bien les ravageurs, leur cycle de vie, sans nécessairement les mettre en application. On a d'autres centres où les gens font beaucoup d'agronomie. On doit tout concerter ces efforts-là, choisir ce dont on a besoin pour essayer de répandre l'information, de la mettre en valeur là où on en a besoin. Et probablement que certains travaux assez fondamentaux vont être répartis de façon différente, dépendant des besoins. Alors,
on parle par exemple des systèmes de production durable pour la pomme de terre. Présentement, on a des gens qui travaillent dans les maritimes, dans les prairies, à Québec, au Québec, en Ontario, et sur toutes sortes d'aspects différents de la production. On a des gens qui travaillent en phytoprotection, en phytopathologie, en entomologie, en agronomie. Alors, toutes ces capacités-là se mélangent de façon différente pour se manifester sur le terrain dans chaque province avec nos collègues provinciaux et nos collègues universitaires pour adapter le travail aux besoins de la région. Donc, la conclusion, c'est que les orientations, le financement de l'Agriculture Canada essaie de favoriser le leadership du secteur et essaie de favoriser la collaboration. La RDP est organisée par secteur et par centre, avec des stratégies que nous mettons en œuvre avec nos collaborateurs. Le secteur nous indique les opportunités et c'est à nous de les aider et de les poursuivre. Les rôles et les forces des acteurs de recherche sont complémentaires. Il n'y a personne qui est redondant dans notre système d'innovation. Je trouve qu'on arrive à une époque où les gens commencent à comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je me souviens que les gens se trouvaient tous en concurrence les uns contre les autres, et je trouve que l'esprit a vraiment changé. On reconnaît l'importance de mettre les peu de ressources qu'on a ensemble pour vraiment avoir une masse critique, la masse critique nécessaire. Donc, on essaie de développer les liens nécessaires à l'interne et à l'externe, avec les industries et avec les chercheurs régionaux, pour combler les besoins de tout le monde. Et les efforts de recherche sont différents à cause des objectifs et des capacités différentes de chaque sous-secteur. Donc, on n'a pas une formule qui s'applique à tout le monde. On doit être capable de s'adapter aux besoins, et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, voilà. Je vous remercie. Beaucoup, Mme Deslauriers, pour cette présentation. Ça a été intéressant de voir où s'en allait l'Agriculture Canada au cours des prochaines années.